il y avait des bases américaines, canadiennes dans l'Est de la France. Ouais, beaucoup. Gros Et au début des bang-bang, tout le monde venait passer les bangs un peu partout. Et il y a des Canadiens de la base de Marville. Marville, il y avait des Canadiens. Ils étaient venus à Reims. Si ça se passait à Reims où j'étais, moi, enfin, je n'ai pas assisté au truc. Ils sont venus, ils ont fait une séance de bang, ils ont pété 150 carreaux sur la base. Alors il y a eu un vol de représailles. Mais c'était pas un bang. Le vol de représailles, ça a été avec les 84 G, des aérofreins sur le côté du fuselage. Quand ils sont ouverts, il y a un espace libre un peu à l'intérieur. Et ça avait été bourré, sur 4 avions, ça avait été bourré avec du papier WC. Pas en rouleau, les papiers accordéons comme ça. On avait enlevé tout le papier qui protège et bourré tout ça, aérofrein, fermé, paf. Les 4 avions déployés en tirailleurs au-dessus de la base de Marville. Et top, aérofrein. La pluie de papier. De papier toilette. Bon, eh bien, étant ancien mécano, je voulais devenir pilote. Et étant en Indochine, j'ai fait une première demande. Bon, le premier truc qu'on passe, c'est la visite médicale, bien sûr. Visite médicale. Ils arrivent à mon oreille droite. Et j'avais fait un séjour à l'hôpital, étant à Rochefort comme mécano, pour une otite qui avait été qui s'était transformée en mastoïdite. Ouais. J'ai vu le tympan perforé. Il y avait une cicatrice. Alors, il m'a dit qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je ne sais pas. Enfin, bref. Résultat, j'ai une belle feuille. On m'avait donné une belle feuille. Inapte définitif pour le PM. Donc ça, c'était en Indo, mécano. Je rentre en France, mécano, toujours. Je suis affecté à Cognac, au 233 Savoie. Ils avaient des Mustangs à l'époque. Et alors ces Mustangs, il y en avait 2 ou 3 qu'on avait transformés en biplace, ce qui fait que les mécanos pouvaient voler, c'est vachement bien. Puis là, je me suis rendu compte, on faisait de la voltige, bien sûr, avec le pilote, là, c'est pas un stamp, hein, ça crache. Là. Et je me suis rendu compte que mon oreille, dans les changements brutaux d'altitude, tenait vachement bien, j'avais pas mal, rien du tout. Alors je me suis dit, il n'y a pas, faut que je rattaque, faut que je réessaye. Seulement pour attaquer, il fallait que je disparaisse de mon dossier médical toutes les pièces qui concernaient mon oreille. Alors avec un copain, j'ai fait un commando. Je suis d'abord allé l'après-midi au secrétariat d'infirmerie. J'ai déverrouillé une fenêtre, sans l'ouvrir, mais l'appuyer, parce que c'était au rez-de-chaussée. Et le soir, le pote m'a aidé à escalader la fenêtre, parce que c'était vachement haut quand même. Il y avait un match de foot, non? C'est pas ça? Ah oui, alors oui, pardon, j'avais oublié. Oui, c'était la diversion, ça. C'était la diversion. J'avais attendu un soir où à la radio, parce qu'il n'y avait pas la télé à l'époque, hein, c'était en 52, où à la radio il y avait un gros match de foot pour que les 2 permanents du bâtiment soient occupés à écouter le match. Alors j'ai profité de cette première mi-temps pour passer à l'infirmerie. J'ai piqué mon dossier, retour à la Piole, j'ai ouvert tout ça, j'ai fait le tri, enlevé tout, les séjours à l'hôpital, l'inaptitude définitive, etc., refermé. J'ai attendu que la deuxième mi-temps commence, parce que si j'étais tombé pendant la mi-temps, je me tapais les permanents en ronde. Là. Retour à l'infirmerie, remis mon dossier, paf, c'était bon. Un mois après, je refais ma demande pour aller dans le PN. Et puis, convoqué au CMPN à Bordeaux, médecin-colonel Chômage, je me rappelle. Tac de visite, il arrive à l'oreille. Il me dit, qu'est-ce que vous avez là? Ouais, je sais pas, t'étais étant jeune, étant gamin. Alors, il m'a essayé l'oreille en pression, en dépression, fait des tas de trucs bizarroïdes là. Résultat, j'ai terminé la visite. Après, dans les autres services, un beau papier, la feuille jaune là, apte élève pilote France et USA. C'était dans la poche. Et voilà, j'avais osé. Donc il y a prescription. Hein. Je me serais fait coincer, je restais pas longtemps dans l'armée. Hein. Voilà, c'était pour la bonne cause. Ou au moins en salle de police ou, ah non, j'étais viré, là. En prison, oui. J'ai pénétré. Non, mais c'était pour la bonne cause, effectivement. D'ailleurs, mon truc maintenant, il est dans l'association des pilotes de chasse à Paris. Et il y en a un extrait noir sur blanc dans le truc, donc c'est officiel. Quoi. Dans l'armée américaine, alors? Alors, pour être pilote, il faut d'abord être élève pilote. Et les élèves pilotes dans l'US Air Force, c'est pas de la tarte. Alors, moi, je suis arrivé aux États-Unis en 1952, en décembre 52. J'avais déjà 5 ans d'armée, dont l'Indochine. Et je me suis trouvé mélangé avec des jeunes minots américains qui arrivaient en civil et qui ont supporté quand même un peu mieux la discipline.
Alors, la discipline, déjà, on n'avait pas le droit de parler en français pendant les heures de travail. On était disséminés un petit peu partout dans les différents squadrons pour ne pas être groupés. Hein. On se retrouvait que le soir éventuellement, enfin bref. Et donc tous les déplacements, je ne parle pas de la propreté des chambres, bien sûr. Hein, il fallait que les draps soient tendus de telle manière qu'un quarter, le 26 cents américain, en lâchant devait rebondir à une certaine hauteur. Il fallait que les draps soient tendus. Enfin, bref, il y avait ça. Il y avait les déplacements à l'extérieur. Hein, tous les déplacements devaient se faire à 90 degrés. Si on devait aller dans un bureau à 300 mètres de là sur la base, tous les déplacements à 90 degrés comme ça. Et à chaque arrêt, on devait s'arrêter, les bras en croix comme un avion. On devait contrôler que tout soit clair pour aller en dessous, à gauche, à droite, en l'air, etc. On repartait, hop, la même chose au prochain virage. Comme ça. Et puis, alors, on peut parler aussi de la séance du coiffeur. Il y avait une grande salle longue, comme ça, allongée, une porte à chaque bout, dans ce sens, comme ça, là. Et à l'intérieur, il y avait 6 fauteuils de coiffeurs et 6 là. Il y avait donc 12 sièges qui se faisaient face à face. Et on rentrait par l'acte de 12, maintenant, par l'acte de 12, ils s'installaient dans les fauteuils. Il y avait un coiffeur par fauteuil, donc il y avait 12 coiffeurs, et en 2 minutes 30, c'était expédié. La vague sortait par l'autre porte et il y avait les 12 suivants qui arrivaient, qui s'installaient. Hop, un demi-pouce, c'était la taille. Un demi-pouce, ça fait 7 mm 5. Ouais. Quelque chose comme ça. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il y avait La vision. Alors oui, les déplacements au réfectoire, on était colonne par an, des fois la queue, elle démarrait 50 mètres avant, à l'extérieur. Et on avançait l'un derrière l'autre, et le regard devait être, donc, comme il disait, fixer la nuque du gars qui était devant, sans arrêt. Là, on repartait, pof, pof, toujours rectifier la position, tac, tac, tac. À table, on n'avait pas le droit de regarder ce qui se passait. Le regard devait être sur l'assiette, pas ailleurs. Alors, il y avait toujours un ancien de la promo précédente qui mangeait à la table. Il était lui là pour ça, et pour surveiller ce qui se passait. Si on avait besoin de quelque chose, on demandait sir, etc. Et pour manger, donc, le regard fixé sur l'assiette, tous les mouvements, pareil, à 90 degrés, avec la fourchette, la cuillère, le verre. Donc, je prends la fourchette, tac, tac, à 90 degrés. Le verre, pareil. Pendant tout le séjour aux États-Unis, de janvier 53, on est arrivé pour Noël 52, mais enfin les cours ont commencé donc en janvier 53, jusqu'en mars-avril pour la première base, où il y avait toute la discipline la plus dure. Alors chaque punition, enfin chaque chose mal faite était punie par ce qu'ils appelaient un démérite. Démérite, c'est un mauvais point. Et on avait droit à 7 par semaine, 1 par jour. Et au-delà, tout ce qui dépassait, 8, 9, etc., ça se traduisait par des heures de marche. Alors les heures de marche, c'était sur un immense terrain, genre 5 terrains de foot en surface, un rectangle comme ça. Il y avait un mirador dans lequel il y a un ricain qui avait la liste de tous les punis. Alors le Tartampion 1 heure, l'autre 2 heures, 4 heures, 6 heures. Enfin, il y en a qui sont restés 3 mois sans sortir parce que ça se passait pendant le week-end, ça, hein, les heures de marche. Il y en a qui ne sont jamais sortis pendant 3 mois. Ils ont marché tous les week-ends. Alors on marchait autour de ce grand terrain, comme ça, là. Et dans le mirador, il y avait une sirène, toutes les heures. Un tel, vous dégagez. Le Mirage 3C, passait le mur du son extrêmement facilement. Et je me rappelle toujours que en descendant de la perche, ce qu'on appelait le tir aérien contre une cible tractée par un Mystère 4 d'ailleurs, et bien on tirait en mer. Et en redescendant de cette perche, qui devait être environ à 20 000 pieds d'altitude, j'étais tellement content, j'ai pu surveiller ma vitesse. J'avais mon nez sur Arcachon, je regardais tout ça, c'était très très beau. Puis d'un seul coup, j'ai dit, tu devrais peut-être regarder ton Machmet. Et j'étais en supersonique, dirigé sur les habitants d'Arcachon. J'ai encore dû me faire des amis. Bon, on retrouve notre canon DEFA 30. Regardez cette magnifique aile
avec la courbure du bec de bord d'attaque. Ici, c'est un piège à couche limite pour recoller l'écoulement de l'air, pour avoir l'efficacité complète de l'aile. C'était aussi très moderne à l'époque, ça, très moderne. Les ingénieurs de Dassault étaient extraordinaires. Et l'avion est un avion qui est beau. On rejoint ce que disait le père Dassault, ce qui est beau se vend bien. En plus, on retrouve la cigogne chère à la deuxième escadre de chasse, l'escadrille de Guilmer. Je ne sais pas si j'ai volé sur le numéro 30, je le vérifierai. J'ai mes carnets de bord. Alors ça, l'ouragan, c'est à Meknes, l'école de chasse de Meknes. C'était le premier avion, mon premier monomoteur de chasse. Donc on sortait du T-33. Qui est derrière, d'ailleurs. Et d'un seul coup, on était lâché sur cet appareil. Voilà. Et j'avoue que j'ai été emballé par cet appareil. Parce que moi, j'étais plutôt motivé quand j'étais solo à bord. J'étais plus concentré que quand j'étais en biplace. Voilà, ça c'est classique. Et je me rappelle juste le tir aérien me plaisait déjà et on allait tirer au champ de tir de El Adjeb. Eh bien, on fait une séance de tir, mais au décollage, sur celui-là, j'avais entendu un gros tac énorme, comme si j'avais été touché par quelque chose. Bon, je fais ma séance de tir, content comme tout. Le leader me demande de rassembler, on est obligé de réduire, parce que quand on arrive près de lui, à ce moment-là, des vibrations incroyables, je passe sur les détails. Pour se poser, je ne voyais même plus mes instruments tellement ils vibraient. J'ai expliqué ça à la radio. Une fois posé, ça s'est passé correctement, ils se sont aperçus que le réacteur NIN anglais avait perdu 8 ailettes, des ailettes, qui étaient parties à travers le fuselage. Et il continuait à marcher ce réacteur. Donc le réacteur NIN anglais, c'est du costaud. C'est du costaud. Bon, ben alors, allons-y. Là, il y a un avion à hélice analysée, là. Ouais. C'est pas... Parce qu'après le P-47, j'ai fait du Skyraider. Ah oui. L'énorme avion de 2800 chevaux, hélice de 4 mètres. Ça ressemble un peu à l'Alizé. C'est pour ça que Qu'est-ce que ça vaut? Alors par contre ici, à droite, là, il y a les deux avions de mes débuts. Là. Le jaune, c'est le Morane 733. Ouais. Alors un moteur Potez 240 chevaux. La cellule était excellente, mais le moteur, on le voit même là-dessus, était insuffisant. S'ils avaient mis un moteur américain de 600 chevaux, ça aurait été un avion extraordinaire. Mais c'était un moteur Potez 240 chevaux. C'était un très bon avion, très solide. Et puis à droite, là, je vois le fameux Fouga Magister, là, qui était un avion planeur quasiment. Si on était trop rapide de 10 nœuds, on effaçait la piste. Heureusement, vous voyez, il avait des aérofreins et qui permettaient de piloter la vitesse. Très bel avion, très solide. Juste un petit souvenir, quand j'étais à l'école de l'air, un copain, on n'avait donc pas d'expérience, on était lâchés là-dessus, et un camarade, il dit, on va partir ensemble, alors je vais avec lui, et puis, au-dessus de la Provence, il me dit, tiens, on va faire un retournement, t'es d'accord? Retournement, ça fait rigoler maintenant tout le monde, parce que c'est rien du tout. Mais quand on est tout jeune pilote, on n'était jamais passé sur le dos pour faire le retournement et descendre en boucle. On l'a fait, lui et moi. Mais on avait oublié que avant le retournement en haut, il fallait réduire sa vitesse. On ne pouvait pas commencer à grande vitesse, à vitesse de croisière. Or, on a commencé à vitesse de croisière. C'était au-dessus du mont Aurélien, 800 mètres, je me rappelle, pas loin de la Sainte-Victoire. Et alors là, pour éviter le sommet, il a fallu qu'on dépasse toutes les vitesses et tous les facteurs de charge autorisés là-dessus. Mais on a eu peur. Hein. Voilà le genre de bêtises. On monte là-dedans. Vous m'en faites faire. Hein. C'est des souvenirs pénibles, ça. Ah bon?
Non, pas pénible, enfin. Non, parce que avec mon bouquin, j'ai évacué. Ouais. Ah, d'accord. Ça, parce que j'ai mis 10 ans à m'en remettre de mon accident, parce que il faut savoir que j'ai été mis en non-activité par retrait d'emploi d'un seul coup, avant que le général de Gaulle ait lu le compte-rendu du patron de l'armée de l'air. Il a pris sa décision comme ça, sur un coup de tête, parce que on lui avait dit effectivement, comme on parlait tout à l'heure, que c'était Les Mirage 4. 6 Mirage 4, c'est-à-dire la fine fleur de sa force de frappe qui était au tapis. Je comprends que si ce jour-là, j'ai pas tué le général de Gaulle, au point de vue cardiaque, mais en fait, quand le général Martin m'a reçu, patron de l'armée de l'air, il m'a dit, voyez mon capitaine, mon rapport date du 10 et ils ont pris la décision le 5. Ouais. Ils n'ont pas lu mon rapport. Hein. À l'époque, c'était comme ça. Voilà. Bon, ça ne change rien au problème. Alors, on va voir là-haut. Ascension. On a vu qu'il y avait une ascension aussi haut. Eh bien, je ne me rappelais pas qu'il était aussi petit à l'intérieur, le cockpit. Hein. Oh là là. Alors là, on retrouve le fameux siège éjectable sur lequel on tire avec les deux mains. Et alors là, la première raison, c'est de notre perte de repère, c'est que il y avait une météo pas prévue. Et il devait y avoir une météo qui était très bonne. On a été obligé de descendre dans les nuages, en tangentant les nuages. Donc, la visibilité était très mauvaise vers le bas. En oblique, elle était très mauvaise. Et nous avions des cartes qui dataient de 1947. Nous avons tourné, moi j'ai tourné sur deux barrages absolument avec la forme incontestable. J'ai dit, bon, là je suis sauvé, je vais les trouver tout de suite. Ils n'étaient pas sur la carte, les barrages. Il aurait suffi que j'ai une carte Michelin, eh bien, l'affaire n'existait pas. Voilà. Alors, donc, il y avait ça. Alors, si vous regardez bien, je ne veux pas enlever mes responsabilités, mais un radiocompas très faible, une navigation aérienne civile bruyante et incompétente en Espagne à cette époque-là, la carte périmée, vous voyez, plus le manque d'aide de mon second, plus voilà, j'ai pas pu m'en sortir. Et quand je me suis repéré, j'ai enfin trouvé je cherchais le Guadalquivir, le fleuve qui passe à Séville, qui est quasiment nord-est, sud-ouest. Je suis tombé sur un fleuve. Et c'est dit, je suis sauvé. Je descends ce fleuve, pas de Séville. À un moment, qu'est-ce que je vois? La mer. J'ai déplié ma carte. Parce que dans l'armée de l'air, la chasse, on faisait ce qu'on appelait le pliage chasse, de manière à avoir uniquement la route avec 10 cm de chaque côté, vous voyez? D'accord. Voilà. J'ai déplié ma carte et j'ai compris l'erreur. J'étais sur la frontière du Portugal, sur un autre fleuve qui est quasiment parallèle au Guadalquivir, vous voyez. D'accord. À ce moment-là, je me suis repéré, bien sûr, mais il m'a manqué un quart d'heure, 20 minutes de carburant. Voilà. Donc tout le monde a dû Alors tout le monde. Alors bon, là, quand je suis passé en commission de discipline, après, enfin commission d'enquête, ils ont reconnu que que j'ai bien maintenu la cohésion de la patrouille et j'ai donné les bons ordres d'éjection à tout le monde. Ça, on peut dire que je suis content, je suis même ravi là ça. Il n'y a pas eu de mort en vol ni au sol. Alors les morts en vol, j'en suis un peu responsable puisque on a donné les bons ordres, on s'est préparé. Merci au siège éjectable de SNECMA qui a très bien marché.
pas SNECMA, c'était Sud Aviation. Et quant au sol, le manque, le fait qu'il n'y a eu aucun blessé, aucun mort civil au sol, moi j'ai raconté dans mon livre que ce jour-là, nous sommes tombés au plus grand pèlerinage marial de 1 million de personnes à El Rosillo, en Suisse. Et j'ai parlé avec des Espagnols et je me rappelle toujours d'une dame qui m'a dit « Mais vous savez, c'est elle qui vous a protégé. » Donc je laisse chacun libre d'interpréter. Titre en Espagne, Oh ça. là là, alors moi j'ai un dossier de presse colossal avec tous les journaux français, les journaux espagnols, c'est colossal. Et donc il y a eu la fameuse histoire du général de Gaulle, effectivement, on me l'a raconté après, qui a donc été prévenu par son attaché militaire. Alors j'ose le dire, c'était un marin, alors peut-être qu'il n'y a pas eu la présentation aussi sympathique à laquelle on aurait pu s'attendre. Enfin, je parle de la petite contestation entre aéronaval et armée de l'air. Et il paraît qu'il est rentré dans le bureau en disant « Écoutez, mon général, il y a un Mirage 4 qui s'est crashé en Espagne. » Catastrophe. Et 2 minutes après, il est revenu jusqu'à 6 avions. C'est là où je pense qu'il n'était quand même pas cardiaque, parce que 6 avions de sa force de frappe au tas en 10 minutes, c'est dur à supporter. Sur retour ou non? Non, j'ai je suis hospité à Strasbourg en 45. Non, mais sur Sabre, le F-86, on avait fait un stage chez les Américains au Maroc, parce qu'ils s'étaient posés à Oran, où on avait des Mistral qui étaient des vampires améliorés. Il y avait un réacteur mine, et à l'époque on montait à 40 000 pieds en 8 minutes et on tournait autour des bombardiers américains, comment ça s'appelait, des B-87, c'est des hexamoteurs, et puis on les filmait. Et puis ils se sont intéressés à nous, et puis ils nous ont proposé de faire un stage au Maroc, à Noisy-le-Sec. Et en volant sur F-86, j'ai eu une panne de train. Quand j'ai sorti le train, il n'a pas voulu sortir avec la commande de secours non plus. Alors finalement, ils m'ont dit il faut sauter. Je me dit moi je saute pas. Parce qu'en 1943, j'avais vu un Anglais à côté de nous sauter en parachute parce qu'il n'y a qu'une jambe de train sortie et puis le parachute n'était pas ouvert. Donc je me suis posé sur une roue et vous voyez une photo où je suis à côté du F-86. Et puis le commandant de l'escadron était tout content d'avoir un avion qui n'était pas cassé du tout. Et en transition, parce qu'il y a une photo là sur la couverture. Là. Oui, c'est sur Mirage, là. Ouais, Ouais. ouais, Non, on peut voir. Ouais. Voilà. Mémoire d'un pilote de chasse. Ouais. C'était un avion, c'était vraiment nous, j'ai quitté l'aviation de papa, quoi. Parce que là, c'est un avion super délicat avec des boules, des doubles commandes, enfin des commandes de secours, je veux dire. Alors que nous, ouais. On a eu un combat involontaire avec eux en octobre 1944 parce que les contrôleurs au sol nous ont envoyé deux messères qui n'avaient pas l'IFF et qui se baladaient dans les Vosges, qui rentraient
d'Allemagne. Et nous, on avait des mustins, ils étaient peints en noir, alors qu'on les voyait jusqu'à présent en métallique. Ils avaient les bancs d'invasion noir et blanche avec un grand trait. On a pris ça pour une croix germanique. Et le commandant de groupe est descendu le premier, aussi sec. Et puis moi, j'étais dans la queue du second, qui, après coup, m'a dit je battais des flancs. Moi, je crois qu'il était en virage, je sortais du voile. Et j'avais fait une petite correction pour qu'il pèle dedans. Et puis, au moment où la rafale est partie, il est reparti de l'autre côté. Donc, il n'y a que Konobu qui est arrivé dans son plan. Et puis, il est parti face au sud, au lieu de partir face à l'est. Et en arrivant au sol, le pilote abattu, il ne parlait pas allemand, il parlait en anglais. C'était un Américain. Alors, on a été engueulés, mais il n'était pas rien. C'est les contrôleurs qui avaient fait une erreur. Qui avait fait une erreur. Vous avez descendu. Alors nous, à l'inverse, en Allemagne, on a été attaqués par des P-47 américains qui nous avaient pris pour des messerres. Il y en a même un qui a réussi par l'avant à toucher un de nos avions, un de nos pilotes. Il a mis une balle dans le plan. Il a même essayé de les attaquer. Vous avez essayé d'attaquer des 262, j'en reviens pas, ça. Eh bien, nous, on n'allait pas revenus parce que ça se passait à basse altitude. Nous étions environ à 10 000 pieds, et puis on faisait un swoop, comme on dit, dans le Palatina. C'était en mars 45. Et puis, j'ai vu passer sous nous des avions en sens inverse, c'était des Messerschmitt 262 qui se baladaient au ras du sol. Nous croyaient qu'ils faisaient juste les forteresses volantes. Alors on a basculé pour les surprendre, et puis ils allaient plus vite que nous, bien sûr. Et quand ils nous ont vus, ils sont partis dans le soleil et ils ont essayé à leur tour de nous surprendre. Nous, c'était bien défoilés. On a fait face et ils sont partis sans plus, c'est tout. C'est incroyable ça. Mais, C'est je incroyable. ne sais pas s'il y a des pilotes français, peut-être de Klosterman, qui aient pu. Enfin, ceux qui ont battu des Messerschmitt 262, c'était des gars qui rentraient en Allemagne et qui les prenaient quand ils atterrissaient. Ouais. Notre deuxième, voilà. De traction, ouais, plus précis. Je suis plus qu'étonné, je suis esbouriffé de la qualité de ce que je viens de voir comment une équipe de bénévoles arrive à maintenir la tradition aéronautique française avec énormément de travail et de savoir-faire, mais le résultat est vraiment plus qu'à la hauteur de ce que j'imaginais après ce que m'avait dit Jocelyn Lardy, dont j'avais admiré les peintures et j'en ai quelques-unes à la maison. Et c'est donc par l'artiste que je suis venu découvrir ce musée qui est vraiment magnifique. Très très belle réalisation. Bravo. Bien, merci pour nous. Ouais, alors, tu vois, l'horizon artificiel là me rappelle vraiment celui qu'on avait sur Vautour, c'est à peu près le même. Et il est très délicat. Là on sait, on voit l'horizon il est comme ça, donc on est en virage léger à droite. Mais par contre, dès que tu es en position inusuelle, tu sais pas très bien où t'en es, entre la terre là et le ciel là, ou l'inverse, tu fais pas vraiment la différence. Alors, ça me rappelle une histoire qui m'est arrivée sur Vautour. Là, j'étais en vol de nuit. On volait donc à très basse altitude, à peu près 200-300 mètres du sol. Et puis, on commence à rentrer dans les nuages, on voit plus très bien. On dit, bon, allez, on va monter. Donc, je commence ma montée. Et à ce moment-là, là, on est vraiment dans des nuages très denses, des nuages d'orage. Et je vois et je regarde sur ce qu'on appelle le combing là,
des feux de Saint-Elme qui se croisent sur la glace avant. Alors c'est très beau, c'est des petits éclairs bleus, de couleur bleue qui s'entrecroisent, c'est magnifique. Donc je suis en train de regarder ça, et à ce moment-là, je vois un ballon de football, comme ça, incandescent, qui vient se poser juste devant, là, à un mètre devant moi, et bam, un bruit assourdissant. Et pour moi, je suis totalement aveugle. Donc pour moi, c'est tout l'avant de l'avion qui a sauté en l'air, et puis il n'y a plus qu'une chose, c'est s'éjecter. Donc je me mets en position d'éjection, on a des accoudoirs à ce moment-là, et je dis à mon navigateur, prépare-toi à l'éjection, on a perdu le nez de l'avion. Et en même temps, je dis, il n'y a pas de vent. Je touche, et je dis, ah ben non, l'avion est toujours là. Mais je ne vois plus rien. Donc je ne sais pas du tout dans quelle position je suis. Je reprends le manche, je le mets à peu près au milieu, et je dis à mon navigateur, est-ce qu'on monte toujours? Parce que moi, je suis aveugle. Et le navigateur donc me dit, oui, on monte, mais on vire légèrement à droite. Je pousse un peu le manche à gauche. Oui, là c'est bon. Ah, on vire un peu à gauche. Je repousse le manche à droite. On monte toujours, c'est bon, maintiens. Plein gaz, bien sûr. On est en train de monter. Et ce n'est qu'en passant au moins 15 000 pieds où je commence à retrouver un petit peu de vision et je commence à voir les étoiles. Ouf, ça va mieux. Là, je reprends l'horizon artificiel et petit à petit, ça revient. Et en fait, la foudre était tombée sur le nez de l'avion. On pouvait rentrer un doigt dans le trou qu'avait fait la foudre et le radar, il était complètement cramé. Tout naze. Et on est bien sorti donc au CEV à Cazaux. Chaque année, il y avait des pilotes de la Luftwaffe qui venaient pour tirer des missiles air-mer, 6 skimmers. Ils faisaient ça à Cazaux et ils venaient avec des 104 biplaces. Alors on était devenus copains, je dis au pilote, vous êtes pas sympa, vous pouvez venir avec un biplace. On réfléchit. Sinon il arrive avec un biplace sympa. Et donc, il faut leur tirer, et puis il me dit, bon, demain, c'est pour toi. Ah, c'est sympa. Le gars est en place arrière pour les questions de sécurité, mais il touche pas du beau manche. Donc il m'a expliqué la mise en route, tout ça, etc. Et ils me disent, bon, alors d'abord, j'arrive donc avec, il m'a donné le casque, etc. Je vois l'avion, pas de bidon au bout d'aile. C'est rare, hein. Je me dis, ça, c'est un vol spécial pour toi. Tu vas voir, parce que là, faut que tu vois ce que c'est le 104 pur et dur. Le missile piloté. Ah, oui, quasiment ça. Et ils me disent, bon, d'abord, tu vas commencer à voler à 252 au décollage. Décollage jusqu'à 20 000 pieds, 252. Et on affiche combien la boule? Ah, tu pilotes d'essai, c'est à toi de voir. Bon, ok. Alors, on décolle, je valide, je mets le PC. Alors là, vraiment, ça pousse. C'est le seul avion qui avait fait sans bidon, hein. 25 000 de vol. 25 000 de vol. Bon. Là, on est vraiment collé au siège. Et je m'étais dit, bon, je vais chercher 20-25 degrés boule. Ouais, je vois le bazar qui nous fout 30-35 degrés boule. Et alors, c'est incroyable. Tu montes, et puis tu vois la piste qui est toujours dessous. Et on monte comme ça jusqu'à 20 pieds. Tu montes les pieds devant. 252. Incroyable. Les pieds devant. Ah non, c'est affolant. Et donc, après, je fais un peu de manœuvre. Alors, je commence à faire des manœuvres. Dès que j'arrive au buffeting, il y a le gars derrière. Pas trop, Gérard, pas trop. Oui. Parce que voilà, il part en vrille. C'est un avion. Et donc on fait un peu de manœuvre, puis après on redescend au-dessus de l'eau. Il me dit, bon, allez, vas-y. Donc je crois 200 pieds au-dessus de l'eau. Allez, vas-y, boum, on met la PC. Wow, supersonique aussitôt. Affolant. Et là, aussitôt après, il me dit, bon, faut qu'on rentre. Oui, parce que ce qui m'avait épaté, la première fois que j'ai vu un F-104, qui s'était posé à Dijon, c'était un Canadien, c'est le bord d'attaque. Si on fait ça, vraiment, on peut se Absolument. Alors, le dernier virage, donc on arrive au break, bon, c'est un break classique, je ne veux pas qu'il reprenne les commandes, ça me ferait mal. Donc c'est le break, tout ça. J'arrive donc le dernier virage, et là c'est l'avion qui fait ça. On sait qu'on peut se coupler des fois sur un avion, sur la réaction de l'avion, je me suis dit, j'ai dû me couper, donc je sais ce qu'il faut faire, tu lâches le manche. Donc je dis au gars derrière, j'ai dit, il va faire ça tout le temps l'avion, parce que c'est quand même désagréable de se l'effet gyroscopique du moteur? Non, le moteur là, on l'a un peu réduit. Il se pose à 185 nœuds quand même. Ah oui, oui. Et donc l'avion fait ça, il dit, ouais, c'est normal en virage, mais normalement quand tu vas t'aligner, ça devrait s'arrêter. J'espère. On s'aligne, effectivement, là, l'avion et puis on touche à 185 nœuds. Il y a intérêt à ce que les parachutes s'ouvrent. Quand j'étais donc, on commence à voler à Salon,
donc on est dans les années 65, donc on commence directement sur Fouga. Donc on est lâché assez vite d'ailleurs, au bout d'un mois et demi. Et on a donc pour s'entraîner tout seul des axes de voltige. C'est-à-dire on fait ça au-dessus de 10 000 pieds avec des lignes droites. Vous trouvez encore dans le coin. Et donc on se dirige avec notre carte boussole chrono pour aller vers son axe de voltige. Donc, c'est vachement sympa, t'es heureux comme tout seul, enfin tu crois que t'es tout seul. Et tu vas vers ton axe de voltige et là j'ai l'impression de le voir encore. Là, il y a une aile qui me passe là, comme ça. Un autre camarade qui était sur son axe de voltige. Et l'aile est passée entre moi et le bout de mon aile. Et alors là, c'est tout qui s'arrête, quoi. Et là, le vol n'est plus du tout sympa. Parce que avant je rejoins mon axe de voltige avec le cœur qui continue à battre. Et puis là, avant de me lancer moi-même à la voltige, il a fallu que je regarde à gauche, à droite, au-dessus, dessous, encore dans l'avion, avant de commencer. Là, on a un F1 qui ressemble beaucoup au F1 qu'on avait vendu en Irak. Or, avant la première guerre d'Irak, donc en 89, les Américains, bien sûr, sont très intéressés par les avions irakiens qui vont retrouver en face comme nous. Et donc, ils nous demandent, je suis à ce moment-là à Mont-de-Marsan comme directeur d'expérimentation, et ils nous demandent de pouvoir voler contre des F1 irakiens. On en a qui ont été sous embargo, qui n'ont donc pas été vendus, et que nous pouvons remettre en œuvre. Et je suis un des 2 pilotes capables de voler sur le F1 irakien. Donc je dis ok, je vais faire des vols pour vous, avec ce bel avion, ça c'est pas de problème. Mais en échange, j'aimerais que vous me fassiez voler aussi sur mon avion, en particulier le F-15, ça m'intéresse. D'où mon petit badge là qu'on fait. Et donc, le F1, on fait des vols à très basse altitude, on pénètre à 200 pieds, et le F-15, il est en surveillance à 20 000 pieds. Et il attend donc de voir, avec son système de carré électronique, de voir le Mirage F1 qui est avec son radar allumé. Donc on voit effectivement, moi je suis en place arrière à ce moment-là du F-15, on voit la détection du F1, l'identification du F1, et le pilote fait un break à 4G et se met en travers de la trajectoire du F1. Donc, je dis au pilote, en anglais bien sûr, je dis mais qu'est-ce qu'on fait là? Il me dit, ah mais c'est une manœuvre justement pour brouiller le radar du F1. Je dis non, c'est un radar basse fréquence de récurrence, low frequency radar. Ce n'est pas un radar à high frequency radar. Et visiblement, le pilote américain qui est court en escadron, il ne sait pas du tout de quoi je parle. Donc il fait son vol, et au débriefing, j'ai dit, vous voyez, quand vous êtes comme ça, face à un F1 qui a un radar basse fréquence, votre surface équivalente de radar, c'est à peu près 5 mètres carrés. Là, il ne vous voit pas encore. Vous faites ça. Là, vous faites 50 mètres carrés. Là, il vous voit. C'est ça que vous voulez faire? Le américain dit thank you, sir. Thank you so much. Oui, alors donc on est parti quand on a décidé de mettre de l'armement guidé laser sur Jaguar, c'est-à-dire sur avion monoplace, première fois au monde quand même, par rapport aux Américains qu'il avait sur Phantom biplace. Donc on est parti du manche pilote vertical pour une main droite, et on l'a mis à gauche ici, en horizontal pour la main gauche. Et il fallait changer le minimum de boutons. Il faut dire que je ne savais pas dans quel sens prendre le manche. Et on a mis la caméra là-haut, ici, une petite caméra de 11 cm de diagonale, pour voir ce que voyait la caméra, et un tracking automatique de la cible, qui permettait à ce moment-là, à l'éclairage laser, c'était du 1.04 à l'époque, qui était 1.06 pardon, micro, très dangereux pour les yeux. Ça aveugle celui qui regarde le faisceau laser. Et le missile qu'on tirait, donc c'était l'AS-30 guidé laser, qui avait une portée de 11 km, qui arrivait à Mach 1.2, 400 kg qui arrivait à Mach 1.2 sur la cible, c'était quand même extrêmement puissant. Et donc j'ai fait toute cette mise au point pendant de 76 pardon, de juillet 76 jusqu'en 80. Et ça a été une aventure extraordinaire. On a eu, les Anglais ont été intéressés, les Américains ont été intéressés,
le représentant du US Air Force qui était là m'avait donné un planning de type à faire, enfin d'attaque à faire. Et il a été enthousiasmé par les résultats qu'on obtenait avec notre système. Et l'US Air Force aurait voulu acheter ce système. Mais il y avait un contrat entre Thomson CSF à l'époque et Martin Marietta. Et c'était 50-50 la répartition. Alors si les Américains avaient acheté quelques centaines de pods, parce que nous ça a été quelques dizaines, bien sûr c'était plus du tout la même affaire sur le plan économique, et le Congrès américain s'est opposé à un achat à 50-50 avec les Français, et donc l'US Air Force a dû attendre de l'Empire beaucoup plus tard, et pas plus performant d'ailleurs que ce qu'on avait mis au point. Donc c'est une affaire dont la France peut être fière, et je suis très content de me retrouver là. Le siège est désactivé? Oui, c'est sûr. On n'est pas là. Alors bon, je fais comme tout le monde, je tire de près, je rentre et on se range au parking et je vois le mécano qui nous faisait, il montrait les droites. Alors il y a le Navigo, Malherbe, je me souviens. Ah, Malherbe, ah, oui, ça a été un de mes navigateurs préférés. Alors tu vois, j'ai une histoire avec lui, Malherbe qui me dit, putain, on a un trou dans le... Je me penche, effectivement, il y avait un trou comme ça. Si ça y est, on a ramassé ou un ricochet ou une pierre qui remonte. Alors, ils vont, j'avais le bon pour la remontage des bretelles. Alors donc, on voit qu'on coupe tout ça, on descend, on va voir, et au fur et à mesure que je vais m'approcher, il y a mon souris qui revenait. Il y avait le trou comme ça, et il y avait du sang et des plumes noires tout autour. À 400 et quelques nœuds, oui. J'avais pris un piaf, ça devait être un corbeau ou un merde, un truc. Ouais. Il avait fait un trou comme un obus. C'est incroyable la puissance que ça peut avoir. Alors là, bon, j'ai dit au mécano, tu touches pas avant qu'on prenne la photo, parce que... oui. Surtout pas nettoyer pas les nettoyer, les mecs ont dit, évidemment. Alors, c'était c'est le commandant de promo qui venait se poser, qui remontait avec un élève, qui était d'ailleurs des taxis de Poète, qui était derrière lui, et qui était un Néois, et ils étaient sous-lieutenants là. Alors il se retourne vers lui, il dit des taxis, après-demain, poignard et gants blancs. Il m'avait déjà enterré. Alors ça, l'histoire elle est marrante en fait. Alors donc, moi j'étais sur le dos, bon, j'ai dit tiens, je suis vivant, à mon tac. Et d'un seul coup, je sens du liquide qui tombe, j'ai dit ça y est, j'ai les jambes coupées. Et puis 2 secondes après, l'odeur de l'essence, parce que le réservoir d'essence en 475, il est sous pilote en fait. Donc là, il me pissait dessus joyeusement. J'ai dit là, une étincelle. Une cigarette une simple étincelle transformée en merguez, là, pas de problème. Alors là, j'ai eu peur. Alors. Et quand on a peur, il y avait juste un trou comme ça, je mettais des brûlés, j'étais ça. Et en 2 coups de griffe, j'ai enlevé haut comme ça de terre. J'ai passé un bras, j'ai dégagé le parachute, passé un bras à la terre. Je suis sorti, après les infirmiers m'ont dit que quand je suis sorti en titubant, j'ai renfilé le parachute. Ils m'ont donc emmené à la... C'est là qu'il y a le gag d'ailleurs. Il y a toujours des histoires marrantes dans le tragique. Arrivé à l'infirmerie, ils m'enlèvent la combinaison, alors j'avais avec l'essence et tout, la terre rouge de Meknès, là, j'étais en slip, ils étaient en train de me laver. Le capitaine arrive, effectivement, lui qui me croyait mort, il penche la tête, je dis oui mon capitaine, il me dit ah ben merde alors, et hop, il s'en va écœurer. Alors la suite est encore plus cocasse, il me met sur il m'ausculte pour la tension, j'avais pris 4 points de tension, ce qui n'était pas normal quand même, et à ce moment-là on voit la porte qui s'ouvre, et qu'est-ce qu'on voit? Un moine qui rentre, mais comme dans les bouquins, le moine petit, rond, joufflu, la ficelle autour du ventre, les sandalettes. Alors il dit, ben voilà, je viens parce qu'on m'a dit qu'il y avait un pilote qui venait se tuer, alors je viens pour les... Alors l'autre lui dit, pour les venir sacrement, je vous présente le mort. Alors moi je descends en ski, je dis, merci d'être venu. Là il me dit, le moine il me dit, oui, tant pis, enfin je veux dire tant mieux. Demi-tour, il sort. La scène avait duré 15 secondes, hein. Ce qui fait qu'après, on se disait, mais... On a rêvé ou c'est quoi hein. Et après j'ai eu le fameux de l'histoire, c'est que le gars de la tour,
pareil, il est mort. Il appelle le standard, trouve l'aumônier, il y a un pilote, bon. Au bout d'un moment, elle dit, il n'est pas à la chapelle, il n'est pas chez lui, il n'est pas au bar, enfin bon, démerde-toi, trouve un prêtre. Alors, donc elle avait récupéré un moine à portée de la base. Oui, c'est comme quoi, c'est comme quand je me suis caché. Alors on revient à l'école de chasse à Meknès. On arrivait de Marrakech, on avait fait le basique, le pilotage basique sur T6. Et à Meknès, donc pour faire tout le travail de chasse, avant de passer sur Jet, c'est-à-dire T-33 et le Vampire, on faisait tout l'entraînement chasse sur Morane 475, donc comme un petit Mustang, 860 chevaux quand même, très fin, très maniable, sympa en voltige et tout. Et donc l'aventure qui m'est arrivée malgré moi, à l'issue d'une séance de voltige verticale base qui a été notée par les gens en bas, je suis revenu me poser et à l'atterrissage, j'ai fait un boom. C'est chose qui arrive à beaucoup de pilotes à un moment ou à un autre. Hein, et a priori, j'ai appliqué la règle parce que comme c'était un boom normalement conséquent, j'ai remis les gaz. Le problème, c'est que quand j'ai remis les gaz, j'ai voulu mettre du pied pour contrer le couple moteur et j'étais avec un palonnier bloqué. Ce qui fait que je n'ai pas pu contrer le couple moteur. L'avion est parti sur l'aile en volant et à 170 à l'heure, j'ai touché de l'aile, du moteur, rebondi en l'air, écrasé sur le dos avec le moteur séparé de la carlingue. Autrement dit, vu de l'extérieur, tout le monde a cru que j'étais mort. D'ailleurs, le commandant d'escadron, le moniteur, qui avait un élève derrière lui, il remontait la piste après atterrissage, il était aux premières loges pour voir l'accident, il s'est retourné vers l'élève et de façon très calme, il a dit « Bon, après-demain, poignard et gants blancs ». Il m'avait déjà enterré. Alors donc, moi une fois, juste après l'accident, donc je pendais dans les bretelles, je dis « Bon, je suis vivant ». Et puis je voyais bien que le moteur était parti, tout ça, et que ça avait tapé, quoi. Et je commence à sentir du liquide qui me coulait dessous. Première frayeur, j'ai dit ça y est, j'ai les jambes coupées. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que ça a été remplacé par une deuxième plus grosse frayeur, fait que j'ai senti l'essence. En fait, sur Morane 475, le réservoir d'essence est situé sous le baquet, sous le pilote. Donc comme j'étais à l'envers, effectivement, j'étais généreusement arrosé d'essence. Et là, j'ai dit une étincelle et je suis transformé en merguez, il n'y a pas de problème. Là. Et donc vraiment, j'ai eu peur. Et alors là, pour me sortir, je me suis débouclé. Sur le côté, il y avait un petit espace comme ça. En 2 coups de griffe, pour dire l'énergie du désespoir, en 2 coups de griffe, j'ai arraché de la terre. J'ai dépassé un bras, la tête, hop, j'ai réussi à sortir en titubant, et à ce moment-là, il y avait l'ambulance qui arrivait. Alors, chose assez amusante, c'est que plus tard, les infirmiers m'ont dit « Vous êtes sorti en traînant le parachute derrière vous, et vous avez renfilé le parachute. » J'étais à moitié KO, évidemment, tout ça. Bon, ensuite, on pourra en parler plus tard, mais il y a eu un côté très humoristique qui s'est passé plus tard, mais à l'infirmerie. Le moine, non, c'est ça. Donc à l'infirmerie, alors. Alors, arrivé à l'infirmerie, on m'a tombé la combinaison. Bon, j'étais en slip, il faisait chaud, hein, on volait à Meknès, hein, il faisait quand même très chaud. Et j'avais les extrémités qui étaient avec la terre rouge et l'essence mélangée. J'avais vraiment, les extrémités étaient complètement rouges. Donc, on était en train de me débarbouiller, de me laver. J'étais assis dans un petit local à côté de la salle d'auscultation. Quand arrive le capitaine, commandant d'escadron, lequel m'avait enterré quelques minutes plus tôt. Ouais. Alors il arrive, il regarde, je lui dis oui, mon capitaine. Tout ce qu'il a pu dire, c'est ah ben merde alors. Et hop, écœuré, il est parti sans dire un mot de plus. Merde, il est vivant. Il était vraiment époustouflé. Bon, la suite était plus marrante encore. Table d'auscultation, bon, le gars prend ma tension. J'étais à 17, j'étais à 11 d'habitude. Il m'a dit, bon, vu ce que tu viens de vivre, c'est pas normal, mais ça va descendre. Et là, surprise, on frappe à la porte s'ouvre, et qu'est-ce qu'on voit arriver? Un moine. Mais comme dans les bouquins, hein, petit, rond, la robe de bure, la ficelle autour du ventre, les sandalettes, vraiment, the moine, quoi. Alors, il dit, ben voilà, on m'a dit qu'il y avait un pilote qui me laisse se tuer, alors je viens pour Alors, le toubib m'interrompt, il dit, ben d'accord, je vous présente le mort. Moi, je descends en slip de la table d'oxycation, je viens vers le moine,
Je lui serre la main, je lui dis merci d'être venu. Il me dit, eh bien tant pis, enfin je vais dire tant mieux. Il fait demi-tour et il sort. La scène avait duré 20 secondes chrono, hein, pas plus. Hein. Comme dans un film. Si bien qu'une demi-heure après, tout le monde là se demandait si on n'avait pas des victimes d'une distillation collective, hein, vraiment là. Et donc il est reparti et j'ai eu l'explication quelques jours après où j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait au standard de la base, où le gars de la tour lui dit, il y a un avion qui vient de s'écraser, le pilote est sûrement mort, trouve l'aumônier. Alors il dit, je rappelle en disant, mais j'ai appelé chez lui, au bar, à la chapelle. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Débrouille-toi comme tu veux, trouve un prêtre. Bon, l'annuaire, il y avait un monastère à une portée d'arbalète de la base, donc le gars a sauté sur son vélo, d'où l'apparition du moine. Voilà, vous voyez, c'est les histoires. Il y a toujours une part de marrant et d'humour dans les histoires tragiques en général. Bien ça. Il arrivait qu'on faisait des liaisons. Alors, une liaison, moi, Saint-Lizier, disons que j'étais, comme on disait, c'était un moment où la chasse française était un peu libre. Je veux dire, pas trop gêné par les régulations. Bon. Et j'étais parti emmener un commandant, un colonel, qui voulait aller revoir sa famille à Meknès. Bon, j'ai eu l'ordre, en T-33, de l'emmener à Meknès. On a pris du pétrole sur la route, et puis on s'est posé à Meknès. Et quand je suis rentré, j'avais donc une place libre. Et il y a un gars qui m'a fait du stop. Je dis, si j'ai les ordres, je vous ramène. Et donc j'ai ramené un pareil, ce qu'on appelle nous un pailleux. Oui, pailleux, c'est un gars qui ne vole pas. Mais quand ils volent, ils ont des points qui s'arrangent pour leur retraite. Donc ils ont intérêt à voler. Faire des heures. D'accord. C'est le mauvais côté de la chose. De mauvaise langue, on va dire. Bon, donc on est revenu. Et de Meknès, en très haute altitude, au maximum, c'était un biplace, un T-33, c'était un T-33, oui. Ah oui, je vois, oui. Bon, donc il y avait des parachutes comme ça, il n'y a pas de problème, on l'a ramené. Et en rentrant, entre la mer, le pôle espagnol et les îles, à 40 000 pieds de nuit, j'ai eu le plouf. Le plouf. Le recteur s'est arrêté. On se pose des questions là à ce moment-là. Donc j'ai descendu. Et j'ai essayé de le rallumer en étude. Et pour le rallumer, qu'est-ce qu'on fait? On dit on draine. On essaye de retirer le pétrole qui est dans la tuyère. On rallume avec un bouton, la bougie, et le réacteur qui tourne. On prend de la vitesse pour que le réacteur tourne par le vent. Et une fois, deux fois, trois fois, je dis la troisième fois, il faut sauter monsieur. Et le gars, il a jamais voulu sauter. J'ai regardé dans le rétro, on pouvait voir de nuit, mais très peu. On se rendait compte que le gars, il n'était pas chaud, quoi. Donc, et heureusement, vers 5000 pieds, parce que j'allais sauter, moi, mais je ne pouvais pas sauter avec un passager. Alors j'ai cherché à trouver l'île pour la plage. De nuit, on voit quand même entre la plage et c'est reparti. Et on s'est posé à Marignane, en Médée, c'est-à-dire en Médée, vous savez, tout le monde, tous les pompiers étaient là, tout le monde s'est posé en Médée à Marignane. Et je vais descendu. Et on dit, j'ai dit, le train c'est là-bas. Je ne pouvais plus le voir. Mais c'était pas méchant, mais je voulais. C'était là, il fallait surtout pas qu'il me cause parce qu'il allait prendre une baffe. Voilà, c'est comme ça s'est passé. Donc il le prenait. Et moi, j'ai attendu que les mécanos de Saint-Lizier viennent. Ils ont drainé le réservoir. Et effectivement, il y avait de l'eau dans le réservoir. On a dit, cette toile du gelé dans le pétrole. C'est pour ça que j'ai mis un plouf. Donc on a fait un vol d'essai à Marignane. Je suis reparti 2 jours après. Alors, c'est qu'on n'était pas ensemble, c'est nous. Je raconte pas les histoires, moi. Tu vas peut-être nous faire un petit... Donc alors, en gros, l'histoire, c'est qu'on était en détachement au sud de l'Italie. Et puis, c'est 84 F. Et on était supposé aller enquiquiner la flotte américaine. Et un jour, la flotte américaine, ce sont des gars qui sont sur le porte-avions, le temps était mauvais, et puis on est
quelques vieux pilotes, on est allé, il dit qu'il vient nous chercher parce que ça se passait sa radio, vous voyez. Et on sait que dès qu'il y a du vent, la Sicile permet ce qu'on appelle l'effet de fun, et vous avez un laissez-passage entre la montagne et le nuage, vous voyez, je sais pas, 100 mètres. Et donc on a glissé par-dessous, là, et ils ne m'attendaient pas. Donc on est tombé sur le porte-avions, ils avaient leur killer en l'air, qui ont été surpris. Après ils nous ont tiré avec leur fusée là, ouais, ils ont visé, mais c'est trop tard. On a un peu de photos. Alors moi, en général, j'aime bien prendre des photos de près. J'ai pris des photos de près. Il paraît que j'ai cassé quelques antennes. Sur le porte-avions? Oui, j'étais pas à remettre au-dessus. Hein. Et là, j'avais une belle photo, ça va pas mais c'est la première classe qu'il a. J'ai le Pacha, il était dans son machin, dans sa tour de contrôle, là. Et il faut garantir que j'avais mon piper de viseur à zéro, et je l'ai photographié jusqu'au des moments. Et cette photo-là, quand on a eu une reconstitution à Naples de combat en parenthèse, alors moi je me suis pensé, c'est pas vous ça, il était pas content. C'est une histoire, c'est une job. Connerie, mais pas loin, parce que j'étais avec j'étais leader d'une patrouille avec un jeune en formation sous-chef de patrouille. Et donc il y avait le briefing, on avait fait le briefing et tout, et je lui avais dit, normalement on décolle en patrouille serrée, et dès qu'on peut, on partait pour faire des interceptions. Donc j'ai dit, dès qu'on peut, on passe en formation de manœuvre, et puis on suit les ordres du contrôleur radar, puisqu'on était sous guidage, sous contrôle radar, du début à la fin de la mission pratiquement. Et là, on décolle en patrouille serrée. J'ai attendu qu'ils me disent de passer en formation de manœuvre. Comme ils me disaient rien, je suis resté en patrouille serrée. J'ai dit, je vais faire le mauvais con. Et puis le radar nous a donné, donc on a quitté l'approche de Nancy. On est passé, c'était Drakenbraun ou Contrexéville, je sais plus. Et le gars du radar nous donne un cap de montée en nous disant, rappelez 30 000 pieds, 0,9 de Mach. Et le ciel était pratiquement tout bleu, mais il y avait juste quelques cumulus là, et en plein dans l'axe du cap que nous avait donné le radar, il y avait un cumulus qui était vraiment tout jauflu, là, bien en train de se former là et tout. Je dis quand même, d'une part, il va le jeune, il va faire 10 degrés gauche ou 10 degrés droite, je vais voir s'il le dit au contrôleur ou pas, ça, mais d'une part, il m'a toujours pas dit de passer en formation de manœuvre, il va quand même pas nous foutre dans le nuage. Eh ben si, il a continué, il était dans son truc, il suivait son radar, il n'a pas regardé dehors, on a traversé le nuage, et là, j'ai dit, on me dit, pas plus con qu'un autre, mais bien tout autant, au lieu d'éviter de partir, je suis resté en patrouille serrée, j'ai dit, on va voir ce que ça va donner, mais on s'est fait secouer solide, mais bon, comme ça a duré que 2 ou 3 secondes, il n'y a pas eu de problème, et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que quand on est sorti des nuages, les avions qui étaient camouflés, ils étaient tout blancs, mais alors du blanc étincelant de la glace. Et ça a duré 3 ou 4 secondes. Alors je lui ai dit, écoute, au leader, là, j'ai dit, regarde les avions. Là. Le temps qu'ils regardent, ça y est, ils étaient redevenus en camouflé, quoi. Mais c'était marrant parce que c'est la première fois que je voyais ça, quoi. À Bremgarten, j'étais numéro 2 d'une patrouille. On venait de se poser donc avec nos F-100. Et puis je suivais tranquillement le leader, on avait quitté la piste, on roulait sur le taxiway pour rejoindre l'escadron, et puis, je dormais pas, mais on était peinard, j'étais peinard, quoi, j'étais relax, et d'un seul coup, j'ai vu la tuyère de l'avion de devant, là, du leader, qui grossissait, le temps de piler et tout. Au bout d'un moment, je lui dis, écoute, ton avion, il n'a pas des stops. Quand tu t'arrêtes comme ça, préviens, quoi. Hein.
Et il m'a dit, ben, c'est à toi d'abord de surveiller ta distance par rapport à moi. Et puis, au lieu de rouspéter, regarde ce qui se passe devant, regarde pourquoi je me suis arrêté. Et devant nous, à une vingtaine de mètres, il y avait une poule faisane qui traversait le taxiway avec une dizaine de poussins derrière, là. Mais elle traversait vraiment tranquille. Pourtant, on était avec les deux F-100, réacteurs tournants. Et tout, voilà. Ils étaient habitués, les bestioles, là. À traverser. Oui, bon, ben, c'était... il y avait à peu près un an que j'étais sur F-100, donc nous étions partis de Bremgarten et la base déménageait sur Toul. Donc j'en avais profité puisque j'étais célibataire, on faisait du remorquage au profit d'un escadron de Mirage 3 de Colmar. Et comme j'étais en entraînement sous-chef de patrouille, un jour on était parti à 2 avions avec, donc mon leader c'était un sergent-chef, puisqu'à l'époque il y avait beaucoup de sous-officiers et pilotes. Et puis on était parti du côté de Toulouse, on alternait chacun une branche de navigation en position de leader et en position d'équipier. Et puis à un moment, j'ai entendu un bruit à l'arrière, et puis j'ai ressenti une vibration, comme un choc, tout ça. Donc je me suis dit, mince, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis monté au maximum sous la couche, qui était vers 4000-4500 pieds, vers 1500 mètres en gros. Et puis j'ai dit au leader, tiens, viens voir un peu ce qui se passe, parce que j'ai des vibrations, ça a l'air de pousser moins fort, il y a un truc qui va pas, quoi. J'ai peut-être perdu quelque chose, parce qu'on avait beaucoup on avait des lance-cibles, on avait des choses accrochées sous les ailes. Et puis le leader vient, il regarde et il me dit, ben non, ton avion il a l'air intègre, là, par contre il fume beaucoup. Il dit, bon, ben, on va rentrer quand même, parce que j'étais obligé pratiquement de mettre plein gaz pour tenir la vitesse, quoi. Et on va rentrer sur Cazaux. Et puis là, boum, décrochage compresseur sur F-100. Alors sur F-100, le décrochage compresseur, c'est un vrai coup de canon, mais comme on est assis sur la veine d'air, il y a des pieds qui sautent du palonnier, enfin c'est impressionnant. J'ai dit non, le réacteur s'est pas arrêté, mais enfin ça fait boum. Et mon leader m'a dit, qu'est-ce que tu fous là avec la PC, il y a une grande flamme qui vient de sortir. J'ai dit, j'ai rien touché. Il m'a dit, bon, on se déroute sur Toulouse, que t'es à 4 ou 5 minutes. Et puis là, ça s'est installé, des décrochages compresseurs entretenus et tout. On était vers 1200 mètres d'altitude. J'avais du mal à tenir à la fois l'altitude et la vitesse. Et au bout très rapidement, je me suis dit, bon, ben, ça va mal se terminer cette affaire. Je vais peut-être être obligé de m'éjecter. Et sur le chemin vers Toulouse, j'ai commencé à regarder des coins où je pourrais des coins dégagés de toute habitation pour m'éjecter. Et puis on suivait le Lot, et là, sur un plateau, j'ai vu un plateau derrière, j'ai dit bon, bah, je vais aller m'éjecter là, parce que je perdais de l'altitude, je perdais de la vitesse, et puis j'avais peut-être encore de quoi faire 10 ou 15 km sans plus. Et j'ai surveillé un peu les fermes, les villages et tout ça. Il y avait c'était au mois de septembre, pardon. Il y avait des cultivateurs qui travaillaient dans les champs. Et puis, quand la dernière ferme est passée, j'ai viré vers le plateau que j'avais vu, sur la falaise qui était sur le bord du Lot. Et le fait de faire le virage, eh ben, ça m'a fait perdre encore le peu d'altitude qui me restait. Et quand j'ai redressé les ailes, eh bien, le haut de la falaise, il était plus haut que moi, quoi. Donc je me suis dit, c'est foutu, je vais me planter là. Donc j'ai dit, je vais quand même essayer de sortir avant. J'ai cabré, avec le peu d'énergie qui restait, j'ai cabré le maximum l'avion. J'ai tiré sur les accoudoirs, j'ai relevé les accoudoirs, la verrière est partie. Et là, j'étais vraiment tétanisé par les arbres qui m'arrivaient dessus. Et puis, tout au fond de mon cerveau, il y avait une petite voix qui disait, attends, t'as encore oublié un truc, là, fait qu'il c'est pas fini, là, ton truc. Et il a fallu que je réfléchisse. Et là, je me suis dit, oui, il faut que j'actionne les détentes.
Et le plus difficile pour moi, ça a été d'ouvrir mes mains qui étaient crispées sur les accoudoirs pour actionner les détentes. Parce que dans ma tête, il fallait que je lâche ma bouée de sauvetage, quoi. Donc j'ai ouvert les mains, j'ai actionné les détentes. Là, le siège est parti tout de suite, bien sûr. Et puis j'ai vu l'avion qui me passait dessous. C'est marrant. C'est peut-être pas le bon terme, mais on a l'impression d'être dans un dessin animé. On voit l'avion qui rétrécit comme en trucage, quoi. Et puis, ben, il s'est planté 200 ou 300 mètres devant, avec ces 4 ou 5 000 litres de carburant qui restaient. Donc il y avait Une grosse explosion. une grosse boule de feu et de fumée. Et puis moi, mon parachute, il était toujours en train de s'ouvrir. Et je me suis dit, peut-être arriver là-dedans. Puis d'un seul coup, le parachute s'est ouvert. Comme j'avais un peu repéré le vent avant, j'ai tiré sur les suspentes. Et puis j'avais fait pas mal de parachutisme aussi. Donc j'ai tiré tout de suite sur les suspentes, parce qu'en plus j'étais au-dessus de l'eau. Et puis j'ai sauté une haie d'arbres. Et derrière, il y avait des vignes. Et j'ai réussi à me poser debout entre 2 rangées de piquets, quoi. Ah d'accord, Voilà. dans les vignes. Donc, bon. l'autre, il ne peut plus parler. Hein. T'as raison. Alors après, quand vous êtes éjecté, qu'est-ce qui s'est passé alors là, quand l'avion a explosé? Quand je me suis retrouvé par terre, je me suis débrêlé de mon parachute et tout. J'ai enlevé ma Mae West et j'ai fait signe à mon copain qui tournait au-dessus que j'étais en bon état et tout ça. Et là, il y a les cultivateurs qui sont arrivés et ils avaient une bouteille souvent des de bouteilles Diol ou de je ne sais quoi à côté là, et ils m'ont dit tiens, allez, bois un coup, on a ça pour se rafraîchir. Et puis les émotions ça creuse, on est au courant. Nous on a eu la trouille parce qu'on a cru que tu allais tomber sur la maison, après on a cru que tu allais nous tomber dessus, et on est bien content que ça se soit passé comme ça. Et on était en train alors j'aurais dit non, donc on dit on va aller à la maison, puis on va t'offrir un bout de sirop ou une bière ou quelque chose. Et là, il y a un commandant ou un colonel de gendarmerie qui est arrivé, avec son chauffeur et tout ça, et puis qui me fait signe de venir. Moi j'étais tout jeune lieutenant, hein. Alors il me dit mais vous, qu'est-ce que vous transportiez? Alors je lui dis je comprends pas, que vous voulez savoir quoi? Il me dit oui, qu'est-ce qu'il y avait dans l'avion? Alors je dis je suis pas un contrebandier, je vais pas aller de ça. Il m'a dit non, mais vous aviez des bombes, je lui ai dit j'étais des obus, j'avais pas de bombes, j'avais rien et tout. Il me dit ah bon, parce qu'on m'a dit qu'il y a un avion avec une bombe nucléaire qui s'était écrasé du côté. J'ai dit non, c'est pas nous. Mais il me dit je dis l'année dernière, oui, ces avions-là, ils pouvaient emmener la bombe nucléaire, mais ils volaient pas avec, c'était des bombes américaines et tout ça. Alors bon, du coup, il m'a dit, ok, il est reparti. Et puis, entre-temps, il y avait les brigades de gendarmerie du coin qui étaient arrivées. Donc, ils m'ont emmené à la brigade. Et puis, ils ont commencé à m'interviewer. Et c'est là, moi, j'avais pas grand-chose à dire parce que je comprenais pas ce qui s'était passé. Et le gendarme, il m'a dit, mais mon lieutenant, racontez-moi des trucs, parce que si j'en ai qu'une page sur mon carnet, les copains des autres brigades, ils vont se foutre de moi, parce que des trucs comme ça, on n'en a pas tous les jours, c'est autre chose que des chiens écrasés, donc il faut que j'en ai au moins 2 ou 3 pages, quoi. Et donc j'ai raconté un peu ce que j'avais mangé la veille, où on était allé, le trajet de navigation qui était prévu et tout ça. Et là, il était content parce que ils sont sortis avec, il a envoyé un de ses sbires pour ça, parce qu'il y avait des habitants c'était à Luzèche, qui sautaient pour voir, ils se faisaient la courte échelle, ils tapaient au carreau et tout, ils voulaient savoir si les gendarmes ne passaient pas à la Gégène parce qu'il y avait un des cultivateurs qui était venu aussi, qui leur avait raconté un peu tout ça. Et il y a une autre chose aussi, donc après on est reparti. Par contre, lui, toi, t'avais accepté t'avais pas accepté de boire un coup. Pas accepté, moi, j'avais dit non parce que je pissais le sang. Moi j'ai dit non aussi, mais après on est allé boire un sirop. Moi, après, ils m'ont emmené à l'hôpital, c'était fini là. Non, mais sur le coup, avec, c'est des mecs. Alors, ce qu'il y avait de sympa, surtout, je revois le gars parce que il me dit les émotions, ça donne ça, on va se payer un coup de gnôle. Alors j'ai dit monsieur, je suis blessé, je saigne. J'ai pas le droit de boire je peux pas boire d'alcool. Alors, il est resté au moins 3 secondes, les bras en l'air, puis il dit,
Oh ben moi je suis pas blessé, hein. C'est bien. Oui, moi j'avais dit aussi, je leur avais dit, Il parlait c'était de l'alcotest. comment ça s'appelle, de l'interview par le gendarme. Ouais. Tu as connu le pilote de reconnaissance de Luxeuil qui bégayait. Bégayait, très connu. Il arrivait, c'était un gars, c'est pas de sa faute, c'était un bon pilote, mais il bégayait. Alors, il disait au break, c'est-à-dire il s'annonçait au break, silence radio, on n'entendait plus rien. Final, c'était parce qu'il n'arrivait pas à parler. Et alors il s'est éjecté, comme toi. Il est tombé dans le Rhin. Il faisait froid, bon, ça. Il est sorti lui-même du Rhin. Les gendarmes sont venus le prendre. Et dans le rapport, le gendarme a mis. Et alors, le pilote était tellement choqué qu'il en bégayait. Alors, qu'est-ce que nous à l'escadrille, qu'est-ce qu'on a rigolé. Le mystère 4, tel que celui-ci, c'était pas le même numéro parce que le pauvre, il a beaucoup souffert, mais c'était un mystère 4 qui avait les mêmes lettres d'immatriculation et les mêmes insignes, puisque il était décoré aux insignes du 2-8. C'est à bord de cet avion-là que j'ai fait ma première éjection à Séville. Donc, c'était en 66, nous étions brevetés depuis au moins 2 mois. 27 mai. Comment Pas très loin de... Oui. Et nous étions brevetés depuis au moins 2 mois. Donc, c'est dire si on avait beaucoup d'expérience sur ce type d'avion. Et je passe sur les détails de la mission. Mais il y a eu un moment où j'ai commencé à me dire, bon ben si ça continue comme ça, on va être obligé de s'éjecter. À l'époque, il y avait à peu près un tué sur 3 ou un blessé grave sur 3 en éjection sur Mystère 4 et puis peut-être même sur les éjections en général. Et comme nous étions 6, j'ai pensé, il y en a 2 qui mangeront pas avec les autres ce soir. Et bon, ben moi j'étais pas mal expérimenté en parachute. J'ai dit je fais pas partie des 2, mais ça peut être embêtant quand même, c'est dommage. Et là, quand mon réacteur s'est arrêté, j'ai dit bon, ben ça y est, c'est parti, je vais redevenir parachutiste. Donc j'ai tiré le rideau, comme on m'avait expliqué, et on nous avait dit attention, il faut compter. Parce que le temps paraît très long, normalement c'est 3/4 de seconde entre le moment où la verrière s'en va et le moment où le siège part, et ça paraît très long, et il ne faut surtout pas bouger parce qu'on risque de se casser la colonne vertébrale. Donc je suis resté bien planqué derrière mon rideau, la verrière était partie, j'ai commencé à compter, et quand je suis arrivé à 4 ou 5, je me suis dit, mais même en comptant vite, les 3/4 de seconde, ils auraient dû être passés. Donc mon siège, il est pas parti. Comme je peux pas faire partie des deux avec qui ça n'a pas marché, il faut que je trouve quelque chose. Donc la procédure de secours, c'était de passer sur le dos, de se débrêler, c'est-à-dire d'ouvrir la boucle, de pousser sur les jambes et de sortir. Et puis j'ai dit avant de faire ça, comme on avait encore un peu d'altitude, on était vers 1500-2000 mètres, j'ai dit je vais essayer de tirer une 2e fois. Mais tirer une 2e fois, comme j'avais le rideau devant les yeux, il faut d'abord que je vérifie dans quelle position est l'avion pour que je parte bien vers le haut et pas 3/4 d'eau ou n'importe quoi. Donc il faut que j'enlève le rideau, mais si j'enlève le rideau, il va être arraché par le vent. Donc soit ça va faire partir le siège et puis je l'aurai pas devant les yeux, soit... Donc j'ai dit il faut trouver quelque chose. Alors je me suis cramponné au rideau avec la main gauche. J'ai sorti l'œil droit derrière le rideau, j'ai pris le manche avec la main droite, j'ai remis l'avion dans la bonne position, c'est-à-dire en léger cabré, j'ai vite rattrapé le rideau et là j'ai tiré très fort. Et c'est parti tout de suite. Oui. Hein? Et puis, j'ai vu la séquence enfin, j'ai pas vu la séquence, mais ça fait quand même un choc. Hein. Et puis, j'ai senti le parachute qui s'ouvrait. J'ai entendu à travers le casque le bruit du siège qui passait juste à côté de la voilure. Et puis, j'ai vu partir, j'ai cherché l'avion,
Et puis je me suis dit, ben ça y est, du coup je suis au bout de mon parachute, là j'étais en territoire connu. Le reste, la journée n'est pas terminée parce que il va se passer encore des choses, quoi. Donc après l'éjection, vous étiez soulagé, vous. Il n'y en avait plus qu'un. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vu. On n'a pas vu les autres. Qui a été le dernier? Il oublie de dire que. C'est lui, hein? Il oublie de dire qu'il n'avait pas le droit de s'éjecter si je lui avais pas donné l'ordre. Il a demandé, il était poli. Je crois que tu nous Mon réacteur s'est arrêté. Oui, oui. Ouais, je l'avais vu. L'avion a fait comme ça, tu vois. Ton avion s'est abaissé comme ça. Et là, j'ai dit, bêtement, éjection. Voilà. Et alors, moi, j'ai pas participé à son problème de poignet, etc. Je ne savais pas. Mais ce qui m'a mis vraiment dans le stress, c'est que je l'ai vu partir en arrière et tourner sur lui-même, sur le siège de ça, et puis descendre derrière, et je voyais pas de parachute, je voyais rien qui s'ouvrait. Alors là, vraiment, c'est stressant, là. Parce que l'avion continue, et on le voit qui passe derrière le niveau de vol, tu vois. Ouais. Et puis d'un seul coup, ça s'est ouvert. J'ai dit, bon, ok, il est sauvé. Et à ce moment-là, tranquillé, ça s'est mis à se dévisser chez moi. J'ai dit, ce qui prouve, parce que je le redis, ce qui est vrai, je sais pas s'il y avait du pot, parce que tu avais un moteur qui consommait moins, ou moi je brandouillais trop la manette, mais en attendant, à quelques secondes près, il s'est éjecté. Les deux réacteurs, nos deux réacteurs se sont arrêtés au même moment, tu te rends compte? Après une mission aussi longue. Moi, je sais que quand mon parachute... Ça veut dire qu'en fait, il suivait sans donner des coups. Voilà, et c'était très souple. C'est vrai. Oui. Mais moi, je me souviens, quand j'étais parachute ouvert, j'ai cherché à retrouver mon avion, j'ai regardé, j'ai vu le sien qui partait, je dis peut-être que lui va pouvoir se poser parce qu'on n'était pas loin de Séville. Et puis là, j'ai recherché mon avion, j'ai regardé se poser, et quand j'ai relevé la tête, il y avait un parachute. Je dis bon, il va pas arriver à Séville avec ça. Dommage, On sera encore une belle séquence avec vous. Il y a un truc que je vais vérifier et que je voulais vérifier, j'y avais pensé plusieurs fois il y a plus de 50 ans, et je ne l'ai jamais fait, et là je vais le faire. Ça valait le coup de venir, hein, si ça fait 50 ans. Il veut s'éjecter, qu'est-ce qu'il dit? Ça fait 50 ans qu'il veut vérifier quelque chose. Ça fait 50 ans que je voulais vérifier quelque chose, et là j'ai l'occasion de le faire. Je vais monter le voir. Eh bien, c'est ce que je pensais. Je vais vous dire, mystère 4. Alors, qu'est-ce que vous vouliez vérifier depuis 50 ans? L'antenne qui est ici. Attendez, me dit quand on est dans l'avion, je ne me souviens pas qu'elle nous gênait. Et je me suis dit, si elle ne nous gênait pas, c'est on ne devait pas la voir, elle devait être planquée par le montant de la verrière. Et effectivement, elle est planquée, quand on est en bonne position, elle est planquée par le... Bien, je vais vous raconter mon dernier vol en Algérie. Voilà, nous avions à l'époque repéré, l'état-major avait repéré Amirouche, qui était un sous-officier français qui avait déserté, qui avait fait la guerre d'Indochine dans les troupes françaises et qui était un chef de bataillon Felaga important. Il était dans une wilaya très connue. Étant repéré, l'état-major avait pensé faire une très grande opération pour encercler Amirouche et ses troupes. C'est pourquoi on avait été conviés, nous étions 7 ou 8 H-34 de l'escadron RAFU, car que nous faisions beaucoup de bruit et l'indicatif de notre escadron était RAFU. Il y avait RAFU leader, RAFU 1, RAFU 2, RAFU 3. Quand on volait pour son compte personnel, on avait un numéro personnel et moi j'étais RAFU 27. Quand je volais en solo, enfin pas en solo parce que sur les H-34 nous étions 2 pilotes et un mécanicien navigant. Mais moi mon numéro de pilote c'était RAFU 27. C'était RAFU 27. Donc ce jour-là, on est allé se poser au départ de l'opération où toutes les troupes devaient se retrouver avec tous les officiers supérieurs qui dirigeaient cette opération.
Et là, on se pose et à côté de nous, le H-34 est rangé, on nous met tout de suite des commandos des parachutistes. Moi, j'avais 7 ou 8, plus même peut-être une dizaine de commandos, puisque dans la journée, j'ai transporté 114 commandos, j'ai héliporté 114 commandos. Nous avions donc des commandos qui étaient de jeunes parachutistes. Et puis nous avons attendu assez longtemps l'ordre de décoller. Alors quand nous attendions comme ça, il n'y avait qu'un pilote qui restait au poste de pilotage, car toutes les 20 minutes, il faisait tourner le moteur de façon à ce que l'huile soit chaude et qu'on ait tout de suite, dès la mise en route, les performances nécessaires au décollage. C'est bon. Alors, celui qui n'était pas au poste de pilotage, parce que celui qui était en passe au poste de pilotage était attaché sur son siège, était prêt à mettre en route, alors que l'autre et le mécanicien navigant, nous pouvions vaquer à côté de nos appareils, pas très loin. Dès que l'information de décollage nous arrivait, on sautait à nos postes pour décoller immédiatement, et les commandos parachutistes que nous avions à côté de nous sautaient dans le cargo, et nous pouvions décoller dans la minute qui suivait. Et ce jour-là, c'était mon temps de repos, j'étais donc pas au poste, j'étais en bas, j'étais avec les commandos, et nous avions l'occasion de discuter, nous avons eu l'occasion de discuter avec ces commandos. Le mécanicien navigant était avec moi, et parmi ces commandos, il y avait un jeune Lyonnais. Ce garçon m'expliquait qu'il allait bientôt être libéré de ses obligations militaires. Il avait une vingtaine d'années, bien sûr, puisque c'était un appelé. Ouais, il m'a parlé de sa petite fiancée, de ses parents qui étaient artisans sur Lyon. Il était fils unique et il allait prendre la succession de son père. Nous recevons l'ordre de décoller et là, nous avons fait des héliportages d'assaut à peu près toute la journée. Et c'était une journée extrêmement dure parce que les héliportages d'assaut, c'était déposer des commandos parachutistes au plus près, en renfort, au plus près des troupes ennemies, puisqu'on arrivait en renfort. Alors on se faisait vraiment tirer dessus avec des armes plus ou moins semi-automatiques, parce que les Félagas étaient bien équipés. Ils avaient des armes très très bien, puisque le premier MAS 49 que j'ai vu, qui était le Nec Plus Ultra de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, c'est un MAS 49, c'est sur un Morphélaga. Les Français ne l'avaient pas. Donc, on a héliporté toute la journée, on est descendu au milieu des Félagas plusieurs fois. Alors, au cours de ces héliportages, j'ai même 2 commandos qui n'ont pas pu sortir du cargo. Qui se sont fait tuer, quoi. C'est bon. Oui, donc nous avons fait des héliportages toute la journée sous le feu des Félagas. Et le soir, j'ai fait ce jour-là 9 heures de vol et j'ai déposé 114 commandos par rotation de 8 à 10 maximum, parce que nous étions dans la région du Djordjura, l'altitude était importante, la température était élevée et on ne pouvait pas charger autant de commandos que nous voulions pour les questions de performance moteur. Le soir, en passant au-dessus d'un poste au sol. Alors il faut savoir que le soir, nous apportions des oignons, parce qu'il y avait un commandant parachutiste, un commandant d'un bataillon parachutiste, qui estimait que faire manger des oignons à ses paras, ça allait protéger du scorbut, et en plus de ça, ça allait donner un bon dynamisme pour les opérations du lendemain. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça soit vrai. Mais ce qui était ennuyeux, c'est que le soir, on nous chargeait des 7 oignons dans les H-34, et bien entendu, les effluves des oignons montaient jusqu'au poste de pilotage qui était au-dessus, et les 2 pilotes ont pleuré, le mécanicien navigant qui était dans le cargo, on avait les larmes aux yeux à cause des oignons. Ça, c'est pas mal comme histoire. Et le soir, on passe au-dessus d'un poste au sol, pour lequel on avait le matin eu quelques... Donc, le soir, nous repassons au-dessus d'un poste au sol. Nous avions héliporté dans la journée sur ce poste plusieurs commandos, et nous passons au-dessus d'un poste au sol, et ce jour-là, c'est moi qui étais à la radio, c'était mon camarade qui pilotait, et je reçois un message d'un poste 300, c'est les petits postes portatifs radio des troupes au sol,
me disant « Nous avons un blessé spécial à évacuer ». Alors il faut savoir qu'en Algérie, les blessés algériens, ou les morts surtout algériens, étaient récupérés et emmenés par hélicoptère à l'identification à Alger pour savoir s'il n'y avait pas des chefs félagal parmi les morts. Ils passaient à l'identification. Quant aux morts français, ils étaient acheminés par les voies terrestres. Donc nous passons au-dessus de ce poste, on me dit blessé spécial. Alors ça c'était un code que nous avions avec les troupes au sol, c'est que les chefs, les commandants de compagnie, capitaines ou même les lieutenants, lorsqu'ils avaient un cadavre français près d'eux, qui les empêchait de progresser ou qui, disons, n'était pas très favorable pour le moral de leurs troupes, de traîner un cadavre d'un copain, on essayait de les récupérer. C'était ce qu'on appelait un blessé spécial. Quand on se reposait avec notre mort, on faisait une déclaration comme quoi on l'avait pris vivant, mais qu'il était mort en route. Et on faisait une déclaration de décès en vol. Donc, je leur dis, écoutez, on porte nos oignons, on va livrer nos oignons, on revient, on vous prend votre blessé spécial. Et on se repose, au retour, comme convenu. Les parachutistes étaient parmi des rochers, planqués dans des rochers, et ils nous avaient préparé une DZ, une dropping zone, où nous pouvions nous poser sur un espacement assez plat. Et là, je vois arriver un jeune lieutenant qui me dit, oui, on va vous amener le cadavre de notre camarade qui a été tué. Il était en poste en sentinelle. Il a dû être fait prisonnier par les félagas. Et la première des choses qu'ils l'ont faite, ils l'ont fait mettre nu. Ils l'ont tout pris. Ils l'ont abattu de 4 balles et ils lui ont mis le sexe dans la bouche. Ah oui, c'est J'ai une enlevé histoire son sexe qui était dans la bouche et je l'ai remplacé par un papier d'immatriculation portant son nom, son adresse, etc. parce qu'il lui avait même pris ses plaques métalliques militaires. Oui, donc cet officier, je ne me souviens plus, c'est un lieutenant ou un capitaine, dit comment ce pauvre garçon s'était fait tuer. Et là-dessus, je vois arriver un brancard de fortune où on m'amène le cadavre sanguinolent. Et surprise, c'était le jeune avec lequel j'avais discuté le matin, qui était originaire de Lyon. Moi étant ardéchois, nous étions presque du même pays. Il était dans un état pitoyable. Nous l'avons ramené sur notre base de départ des opérations. Et là, pendant que le mécanicien lavait le cargo, moi j'ai fait la déclaration du décès en vol, mais c'était vraiment illusoire, parce qu'on savait très bien quand je l'avais pris qu'il était mort. Il était dans un état absolument pitoyable. Et le mécanicien m'a fait remarquer que ce jour-là, notre H-34. Donc, le mécanicien navigant était en train de laver le cargo. Moi, je venais de remplir les formalités du décès en vol, qui ne faisait aucun doute. On savait très bien, c'était farfelu mon document, puisqu'on savait très bien quand j'avais pris ce garçon, compte tenu de son état, il était forcément mort quand je l'avais pris. Et le mécanicien navigant m'a fait remarquer que sur notre H-34, nous avions 2 impacts de balles très forts qui avaient blessé des commandos à l'intérieur du cargo le matin, que nous avions dû ramener. On avait déposé les autres et on avait ramené ces 2 garçons blessés dans le cargo. Et nous avions 27 impacts de balles au total. Ah oui, 27 impacts. Voilà, tirés aux armes automatiques, mais probablement tirés d'un peu loin, car ces impacts, quelques-uns avaient perforé un peu la tôle et n'avaient touché aucune partie vitale de notre hélico. Donc, après ça, je suis allé prendre une bière sous la tente qui nous servait de messe, qui était une tente installée pour l'opération. J'ai pris une bière, je me suis allé dans un coin de la tente tout seul, j'ai bu ma bière. Et j'ai beaucoup pensé à ce garçon qui m'avait parlé de sa petite fiancée et de ses parents. Et je m'imaginais les parents apprenant le décès de leur fils. Heureusement qu'ils ne l'avaient pas vu parce que ça serait absolument affreux. Et la petite fiancée avec qui il devait se marier dès son retour, dès qu'il était libéré. De là, je suis allé me coucher
sous une tente sur des picots qui nous étaient réservés. J'ai mal dormi de toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai pris un café, donc ça faisait 24 heures que je n'avais pas mangé quelque chose de solide. Et nous redécollions pour une mission identique le lendemain. Là, le lendemain, j'étais vraiment pas en forme. C'est moi qui ai fait le décollage. Et nous partions en formation en V. Et au bout d'un moment, j'ai dit à mon collègue pilote, je lui ai dit, tiens, les commandes quelques instants, je vais prendre mes lunettes de soleil parce que je sentais que j'avais quelque chose qui me gênait au point de vue visibilité. Et je me souviens plus de rien puisque j'ai pris un malaise en vol. Il est évident que mon collègue a posé le H-34 sur un poste au sol très rapidement. Et bien entendu, je suis passé au centre d'expertise du personnel navigant. Compte tenu que j'avais pris un malaise en vol, on m'a supprimé ce qu'on appelle la classe 1 de pilote professionnel. Et je suis revenu à la vie civile. Voilà l'histoire de mon dernier vol sur H-34 en Algérie. C'est une explication, il n'y avait pas d'erreur humaine, c'était un défaut de technique. Ah. Il y avait un système pour déclencher l'alerte partant de Taverny sur tous les escadrons. C'est un système auto, on appelle ça le téléaffichage. C'était en déclenchant depuis Taverny, il pouvait déclencher une alerte sur un avion, sur le total, peu importe, sur un avion en alerte. Donc l'escadron a reçu cet ordre d'alerte de décollage. Donc ils ne l'ont pas mis en doute, puisque c'était un système... C'était un ordre de décollage réel. C'était le système qui était officiellement fiable. Hein. Mais il y avait un orage à proximité d'Orange et ça a perturbé les ondes électromagnétiques de diffusion. Donc l'ordre de décollage réel est apparu en zone d'alerte. L'équipage, il n'a pas réfléchi, il a fait son devoir, il a mis en route, il a décollé. Et après, le problème, c'était le rappeler. Enfin, c'était prévu dans la mission, si au bout d'un certain temps, on n'avait pas reçu l'ordre d'engagement, on faisait demi-tour. C'est ce qu'il a fait. Après, il a fallu annoncer ça au général de Gaulle. Et oui, parce qu'on a fait décoller une bombe atomique. À l'époque, c'était interdit déjà. Et le chef d'état-major Taverny est allé prévenir le général. En s'attendant à se faire remonter les bretelles de façon épouvantable, le général a dit, vous voyez que ça marche. Voilà, il avait du mot aussi. Il avait Quand vous avez croisé les Starfighters. Recommence. T'as rien vu. Bon, alors moi j'ai rien vu parce que je t'ai dans le radar. Oui, parce qu'on a fait une mission, un jour on avait fait une mission en Allemagne, et à l'époque sur Mirage 3E, on définissait les critères de travail en basse altitude. Alors, on décollait en patrouille à 2 avions, et puis il y a un pilote qui travaillait au radar, il ne regardait pas du tout dehors, et l'autre pilote qui était un peu à l'extérieur, et puis lui surveillait l'espace aérien de façon à assurer la sécurité. Et on était parti sur un itinéraire en Allemagne, qu'on avait pris à l'envers. Mais c'est l'état-major qui nous avait ordonné de prendre ça. Et ça, on ne le savait pas. Donc on avait pris cet itinéraire, et puis bon, à un moment, je vois 2 fumées noires qui arrivent. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et il y a 204 qui nous ont croisés, mais alors, les uns dans les autres, imbriqués les uns dans les autres. J'en ai parlé à mon équipier, on a fait demi-tour, on est rentré. À l'état-major, je pense qu'il y a eu des explications de gravure, parce que nous, en fait, on n'y était pour rien. Hein, mais par contre, on a dit la sécurité, elle n'est pas du tout là. On était dans le... Mais n'empêche qu'on naviguait, on était aussi précis qu'eux, parce qu'on était sur le même principe. Ah ben ça prouvait qu'on était sur le trait. Ça prouvait qu'on était sur le trait. Bien sûr. Canadien. Oui, surtout. Canadien, vous aviez dit. Sur Canadien, oui. Alors oui, Canadien. c'était Canadien. Il y avait des Canadiens. Voilà. C'était à l'époque où les escadrons en face allaient passer une semaine à Solenzara pour faire une campagne de bombardement. On avait accroché sous le ventre de cet avion 3 petites bombinettes ridicules qui ressemblaient presque à des bouteilles de Coca-Cola et qui étaient censées et qui simulaient la trajectoire de la bombe freinée, de la bombe réelle freinée. C'est assez curieux, mais bon, ça marchait très bien. Alors on faisait donc cette campagne de tir sur le champ de tir de Diane, si mes souvenirs sont exacts, au nord de la base de Solenzara. On partait en patrouille de 3 avions, simultanément dans le même créneau, et on se passait sur l'itinéraire de façon à ce qu'il y ait un avion
au moment du largage de sa bombe, un avion qui était en éloignement et un avion qui était en approche avant le bombardement. Donc on avait déjà fait j'avais déjà fait un bombardement, et pendant la phase d'approche, j'ai un voyant huile qui s'est allumé, le voyant huile du réacteur gauche. Les consignes étaient très simples, c'était clair et net, un voyant d'huile s'allume, on coupe le réacteur correspondant. Mon ami Francis Beckenheim était surveillant des vols à la tour de contrôle, je lui ai annoncé mes ennuis, il m'a confirmé, il m'a lu les procédures, couper le réacteur, ce que nous avons fait. Sur un biréacteur, a priori, ça ne pose pas de problème, puisque deux réacteurs, le deuxième est fait pour supporter l'avion. Donc on a poursuivi, j'ai dit maintenant je vais me poser à Solenzara. À ce moment-là, on était cap au nord, et à travers la base de Solenzara, disons à une 5 à 10 nautiques, je ne sais plus exactement, à 600 nœuds. Parce qu'on faisait justement, c'est le seul endroit où on pouvait faire du bombardement à 600 nœuds. Donc j'ai coupé mon réacteur et j'ai fait un large virage par la droite pour venir me poser à Solenzara face au nord. Il y avait une couche de nuages d'environ de 2000 pieds, donc je ne pouvais pas monter dans les nuages, je voulais pour garder la vue du sol. J'ai fait mon virage donc au ras de la couche. Pendant ce virage, partant de 600 nœuds pour atteindre les 240 nœuds normaux pour faire la finale, la vitesse a chuté normalement, tranquillement. Quand la vitesse a atteint, disons vers les 200, 300, 250 nœuds, j'ai réagi le régime de l'autre réacteur pour maintenir la vitesse, pour finir la procédure. Et je me suis rapidement rendu compte que la puissance du deuxième réacteur ne suffisait pas pour maintenir l'avion en vol. La vitesse continuait à diminuer, et puis pour garder la vitesse, j'ai été obligé de perdre un peu d'altitude. La marge d'altitude étant assez limitée, puisque j'étais vers 2000 pieds au-dessus de la mer, j'ai donc essayé de rallumer le réacteur gauche, en disant de toute façon il est en panne d'huile, mais en le rallumant il donnera un peu de poussée quand même. Et il ne s'est pas rallumé. J'ai essayé d'allumer la PC du réacteur droit, elle ne s'est pas allumée. Donc rapidement la vitesse a décru, passant les 200 nœuds en descente. Je crois qu'on était vers les entre 500 et 1000 pieds d'altitude. J'ai ordonné à mon navigateur l'ordre d'éjection. Instantanément, j'ai entendu l'explosion de sa verrière et de son siège. Il m'a avoué par la suite que quand il avait entendu qu'il y avait des ennuis, que ça ne tournait pas très bien, il était prêt à partir les deux mains sur la poignée et il attendait l'ordre. Donc voilà, on s'est éjectés tous les deux, on s'est retrouvés dans notre petit canot. Et pendant la descente, j'ai vu mon Mirage 4 qui a fait une énorme gerbe, qui est tombée pas trop loin de nous, mais qui est tombée en piquant dans la mer, avec une énorme gerbe. Et on s'est retrouvés dans notre petit canot, dont les embruns. Enfin voilà, c'est une aventure qui n'est pas très amusante, mais le Mirage 4 c'était un excellent avion. Mais moi, c'est le truc que je préférais. Oui, moi aussi, d'abord parce que c'est vraiment l'avion complet. Pour la mission, pour le travail du pilote dedans, à l'époque, c'était le summum. D'ailleurs après, ils ont abandonné, ils ont mis des biplaces pour faire les mêmes choses. Oui. Parce qu'on était au summum des capacités, des possibilités, disons. C'est un avion vraiment complet. Vous pouvez nous raconter ce que c'était que le poker, alors, monsieur Copenex? C'était l'exercice le plus important des FAS. C'est-à-dire qu'ils mettaient en œuvre la totalité de la flotte disponible pour simuler un plan de frappe. C'est-à-dire que tous les Mirage 4 de tous les escadrons décollaient, ça faisait à peu près 4 à 5 avions par escadron qui décollaient ensemble, tous les C-135 avec des missiles à plan de frappe, donc différents rendez-vous sur les axes de ravitaillement, 3 ou 4 Mirage 4 par C-135 qui faisaient le plein pour effectuer leur mission. Et je me souviens d'un spectacle assez extraordinaire en Atlantique, un soir, en crépusculaire, au soleil couchant. Les C-135 étaient sur on appelait ça des rails, parallèles, face à l'ouest. Derrière chaque C-135, il y avait donc les 3 ou 4 Mirage 4 qui ravitaillaient ou qui attendaient leur tour. Sous les traînées des C-135, ça représentait effectivement comme des rails. Et les Mirage 4 illuminaient le ciel avec les flammes de leur post-combustion. C'était un spectacle extraordinaire.
Là, on avait réellement l'impression, c'était même plus qu'une impression, la certitude qu'on était dans une force assez... Je suis troublé. De vous retrouver, ça fait combien d'années que vous êtes Oh là là, parmi ça fait... écoutez, j'ai quitté l'armée d'air en 92 et une cabine de Mirage 3, la dernière fois, ça devait être en 80. 1980, le dernier vol en Mirage 3. Ça fait un bail, hein. 36 ans. Ouais. Oui, ça fait drôle. Après, j'ai fait du Fouga. C'était pas mal non plus, mais c'était franchement moins... comment dire, les sensations étaient moins belles. Ouais. Oui, c'est vrai que dans votre livre, vous parlez des sensations, les premières sensations quand on est dans un Mirage. Oui, moi, ce que je me souviens, la première sensation quand je suis monté dans un avion comme ça, c'était le Nissan 4. Je me souviens quand j'étais monté sur le siège, le premier vol, et que j'avais vu la dérive derrière aussi loin, le truc aussi haut, je me demandais si j'y arriverais. À faire décoller un engin pareil. Ah, c'était quelque chose quand même. Hein. Vous vous rendez compte, à tout juste 20 ans, se mettre dans un engin comme ça, et ça fait quelque chose. Donc je recommence alors. Ok, là on regarde l'état du train avant, hein, avec des fuites éventuelles, etc. L'état de la roulette de nez. On continue pour regarder la peau de l'avion, le dispositif optique asservi. On continue vers l'avant en regardant l'état des phares. Il y a le phare d'atterrissage, le phare de ravitaillement en vol. Ensuite, les tubes pitot avec les prises d'air statiques et dynamiques. Là, les tubes pitot, c'est pour donner la vitesse de l'avion, la pression atmosphérique, etc. Là, les antennes de contre-mesure électronique, qu'on appelle les antennes à garçon. On continue vers la prise de ravitaillement en vol et l'état le plus blanc ici, pour voir si tout est en état, bien sûr. De l'autre côté, la même chose, avec d'autres tubes pitot pour d'autres centrales qui sont à bord de l'avion. On regarde si le compartiment d'oxygène est bien fermé, parce que c'est l'oxygène liquide que nous avons à bord de l'avion.